Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne YouTube Ceci Info 91 de notre ami Alain Leclerc. J'aimerais préciser, parce qu'on me l'a demandé, de souligner que votre assistance est la bienvenue, chers amis, en publiant les liens de nos podcasts ou le lien de la page d'inscription à Ceci Info 91 sur vos murs de réseaux sociaux, dans vos emails, peut-être même dans vos signatures électroniques. Cela pourrait nous amener d'autres visiteurs et nous inciter à développer encore d'autres sujets ou à privilégier certains sujets qui sont les plus visités. Je tiens aussi à vous dire merci à tous pour les visites que vous nous rendez et les commentaires que vous nous faites en privé. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le troisième... le quatrième fascicule de Steve Jobs, qui va s'intituler Biographie Steve Jobs, dièse 3. Je vous dis dièse 3 parce qu'il y a eu un dièse 1-0, un dièse 1-1, un dièse 1-2. Donc là, c'est dièse numéro 3, même si c'est le quatrième fascicule. Bon. Qui va traiter des relations assez houleuses ou parfois amicales que Steve Jobs a eues avec ses compétiteurs ou ses pairs dans le domaine de l'informatique. Je tiens cependant à vous signaler que ce podcast va être fait, vous allez devoir l'écouter avec la synthèse vocale, parce que présentement je n'ai plus de plage tactile braille pour vous lire avec ma propre voix les textes que j'ai écrits. Donc, je suis désolé, mais pour certains podcasts, pour l'instant, ils vont être faits comme ça. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc, voilà. On commence. Encore un texte sur la biographie de ce grand homme que fut Steve Jobs, qui pour moi, particulièrement, me fascine beaucoup. Relation houleuse ou amicale de Steve Jobs avec ses compétiteurs Steve Jobs et Bill Gates, tous deux nés en 1955, sont à l'origine d'un pan entier de l'histoire de la révolution micro-informatique. Ils partagent le fait d'avoir eu très tôt la vision d'un monde où tous les foyers seraient équipés d'un ordinateur et d'avoir été des acteurs majeurs de cette évolution. L'un, intuitif, développe très vite des talents de design, de persuasion et de vente. L'autre, homme d'affaires précoce et avisé, sait aussi programmer, ce qu'il ne manquera jamais de souligner. En janvier 1976, avant même la création d'Apple, Bill Gates écrit une fameuse lettre ouverte au club informatique, dont sont membres Jobs et Wozniak, pour fustiger l'utilisation libre des logiciels, en l'occurrence, son tout récent BASIC, créant un véritable précédent historique dans le monde numérique sur la question de la licence des programmes. Comme le raconte Andy Herzeifeld, chacun se croyait plus brillant que l'autre, mais Steve affichait une condescendance ostensibile à l'égard de Bill, en particulier en matière de goût et de style. Et Bill, de son côté, prenait Steve de haut parce qu'il ne savait pas écrire un programme. Mais Apple est déjà sur le devant de la scène lorsque Microsoft balbutie, et c'est Apple qui met le pied à l'étrier à la jeune firme de Seattle en lui faisant développer son tableur, Excel, et son traitement de texte, Word, pour le premier Macintosh commercialisé en 1984.
Les relations entre les deux patrons vont s'envenimer lorsque Microsoft développe son propre système d'exploitation, Windows, en reprenant le principe développé sur les ordinateurs Apple, l'interface graphique et la souris. Un accord stipulait en effet que Microsoft ne développerait rien dans ce sens pendant un an après la sortie du Macintosh programmé en janvier 1983. Mais l'appareil premier prend un an de retard et, en novembre de la même année, Gates présente à New York les principes de son nouvel OS. Une scène passée à la postérité se déroule alors à Cupertino où Gates est venu seul pour prendre un véritable savant. C'est un coup en traître. On t'a fait confiance et, maintenant, tu nous fais les poches. Hurle Job. Il y a une autre façon de voir les choses, répond Bill. Xerox était notre riche voisin à tous les deux, et quand je suis entré chez lui pour voler sa télévision, j'ai découvert que tu l'avais déjà emporté. Bill Gates se trouve être une des très rares personnes totalement insensibles au champ de distorsion de la réalité de Job. Cette histoire, Windows a copié le Mac, restera toujours un point d'achoppement entre les deux géants. À la fin de sa vie, Job dit encore, ils nous ont dépouillés. Bill n'a aucune éthique. À quoi ce dernier répond, si c'est ce qu'il croit, c'est qu'il est définitivement perdu dans son champ de distorsion. Au cours des années 1990, Windows gagne la main la guerre des systèmes d'exploitation en atteignant une position quasi hégémonique. Ce qui n'empêche pas Steve Jobs de dire à cette époque, le problème de Microsoft, c'est qu'ils n'ont pas de goût, absolument aucun. Je parle au sens le plus général du terme. Ces gens-là sont incapables d'avoir des idées, ils ne cherchent pas à apporter du savoir ou du bonheur à l'humanité avec leurs produits. Alors, oui, la réussite de Microsoft m'attriste. Leur succès ne me pose pas de problème en soi. Ils l'ont plus ou moins mérité, à force d'opiniâtreté. Ce qui me désespère, c'est qu'ils font des produits de troisième zone. Ils s'opposent en fait sur un principe industriel, la verticalité, le système fermé, prôné par Jobs, et l'horizontalité, la mise en licence des programmes pour tous les appareils, credo de Gates. Les relations sont souvent houleuses, comme lorsque Gates, en position de force, refuse de créer le moindre programme pour les ordinateurs de XT en dénigrant le nouveau produit lancé par Jobs après son départ d'Apple. Lorsqu'il y revient, en 1997, Jobs décide d'enterrer la hache de guerre, de mettre un terme à une décennie de poursuites judiciaires avec Microsoft, et propose à Gates d'entrer au capital d'Apple en investissant 150 millions de dollars tout en continuant à développer des programmes compatibles pour Apple. Il lui explique qu'en poursuivant les actions en justice pour vol de brevets, Microsoft pourrait finir par être condamné à verser une véritable fortune à Apple, mais que cette dernière pourrait disparaître avant cette échéance. L'accord est entériné lors de la keynote de la Macworld Expo de Boston, le 9 juillet 1997 où le patron de Microsoft apparaît en direct sur l'écran géant devant un Jobs du coup tout petit et un public stupéfait, ce qu'il considéra a posteriori comme une gaffe magistrale. Les observateurs ne manquent pas en effet de relever l'étonnant parallèle entre le Big Brother fracassé par Apple dans la publicité 1984 et l'apparition de Bill Gates lors de cette keynote. Durant les années 2000, chaque entreprise ayant trouvé sa place dominante sur le marché de l'électronique grand public, les relations s'apaisent. Ainsi, lors du forum télévisé All Things Digital en mai 2007, les deux hommes qui partagent le plateau de Walt Mossberg se couvrent de louanges. Les yeux dans ceux de son rival historique, Gates déclare « J'ai vu Steve prendre des décisions fondées sur son instinct. Un instinct que, voyez-vous, j'ai beaucoup de mal à m'expliquer. Son mode opératoire est unique et, en un sens, magique. Et, dans ces moments-là, je me dis Warma. » Tandis que Jobs conclut cet entretien avec le verre de Tour of US en écrasant une larme. À l'été 2011, Bill Gates rend une dernière visite à Steve Jobs, dont le cancer est en phase terminale. Ils restent plus de 3 heures ensemble à discuter avec beaucoup d'émotion dans le salon de sa maison de Palo Alto, et conclut « Je croyais autrefois que le modèle ouvert, horizontal l'emporterait. Mais tu as prouvé que le modèle intégré, vertical pouvait aussi être une réussite, dit Gates. Ton modèle marche aussi, lui répond Jobs. Avec les autres grands patrons de l'industrie informatique américaine, Steve Jobs n'est pas toujours tendre. Ainsi, une guerre des mots éclate à la fin des années 1990 avec le constructeur d'ordinateurs Michael Dell. C'est d'abord le patron d'Apple qui qualifie les produits Dell de vieilles bécanes tout sauf innovantes. Le 6 octobre 1997, lorsque l'on demande à Michael Dell ce qu'il ferait s'il possédait un ordinateur Apple, il répond « Je le jetterai à la poubelle et je rendrai leur argent aux actionnaires ». En 2006, Jobs envoie un courriel à tous les salariés de sa compagnie, au moment où la capitalisation boursière d'Apple dépasse celle de Dell. À toute l'équipe, il apparaît que les prédictions de Michael Dell ne se sont pas révélées exactes. À la clôture du marché aujourd'hui, Apple vaut plus cher que Dell. Les actions montent et descendent, et les choses pourraient être différentes demain, mais je pense que cela vaut un petit moment de réflexion ce jour. Steve. Son côté rancunier s'exprime aussi lorsqu'il barre l'accès de la technologie Flash d'Adobe à la plateforme iOS en 2010. Très proche du fondateur de cette entreprise, John Warnock, il avait aidé à la lancer en lui faisant développer Adobe Illustrator pour le Macintosh au début des années 1980. Mais Warnock prend sa retraite et, en 1999, les nouveaux dirigeants refusent d'adapter leurs produits phares, tel Photoshop pour le premier iMac.
10 ans plus tard, Jobs se venge. Flash, au niveau de la technologie, est une pelote de spaghettis infâme aux performances lamentables, avec de gros problèmes de sécurité, dit-il. Il ajoute, l'âme d'Adobe a disparu avec le départ de Warnock. C'était un inventeur, une personne avec qui j'avais créé des liens. Ensuite, se sont succédés une flopée de technocrates et l'entreprise a dépéri. Un de ses plus grands amis de l'industrie informatique est Larry Ellison, le patron fondateur d'Oracle. En 1995, Ellison veut entraîner son ami dans une tentative de putsch contre Apple, en rachetant l'entreprise et en lui donnant dans la foulée 25% des parts pour lui permettre de reprendre les rênes. Mais Jobs n'est pas un partisan de ce genre d'offensive inamicale en bourse. Il veut revenir par la grande porte, ce qu'il fera fin 1996, avant d'inviter Ellison à siéger au conseil d'administration d'Apple. Situé dans le top 10 des entrepreneurs les plus nantis au monde, Ellison, qui invite souvent la famille Jobs en croisière sur un de ses luxueux yachts, est surnommé notre ami riche par le fils de Steve, Rick Jobs, qui souligne ainsi le refus de son père d'afficher tout signe ostentatoire. Un autre grand ami de Jobs est Millard Mickey Drexler, directeur général du fabricant de vêtements Gap, quand il lui offre un siège dans ce conseil d'administration d'Apple qu'il taille à sa mesure lors de son retour, à la fin des années 1990. Drexler donne souvent des conseils avisés à Jobs et il dira de lui au moment de sa démission en août 2011, avoir vu Steve transformer Apple est la chose la plus incroyable que j'ai vue dans toute ma carrière. Au début de son parcours d'entrepreneur, l'ennemi s'appelait IBM. Il est ensuite devenu Microsoft. À la fin de sa vie, Steve Jobs va ferrailler contre Google, sur un problème similaire, la naissance d'Android, le système d'exploitation ouvert pour appareils mobiles développé par le géant de Mountain qui, selon lui, est une honteuse copie d'IOS. Il avait pourtant fait entrer le patron de Google, Eric Schmidt, au conseil d'administration d'Apple, mais en 2010, il lui explique que son entreprise a les mains sales et qu'au lieu de 5 milliards de dollars de dédommagement, il souhaiterait qu'Android cesse de voler ses idées à Apple. Il déclare aussi qu'il est prêt à lancer une guerre thermonucléaire pour détruire le système d'exploitation pour appareils mobiles de Google 38. Étrange parallèle avec ce qui s'est passé un quart de siècle auparavant avec Windows, et issues identiques. Les éventuelles actions en justice sont vouées à l'échec. Pourtant, alors que sa mort approche, lors de son ultime congé maladie en 2011, Steve Jobs reçoit Larry Page à son domicile de Palo Alto. Ce dernier vient reprendre les rênes de l'entreprise qu'il a cofondée avec Sergey Brin et a sollicité une audience pour prendre conseil auprès du patron légendaire. Ma première pensée a été de l'envoyer au diable. Mais j'ai réfléchi et je me suis dit que tout le monde m'avait aidé quand j'étais jeune, de Bill Hewlett à l'ingénieur dans ma rue qui bossait chez HP. Alors, je l'ai rappelé pour l'inviter à venir, dit Jobs. Il lui parle de l'importance du recrutement, du fait qu'il faut rester concentré sur pas plus de 5 produits phares car tous les autres vous tirent vers le bas et, en un rien de temps, on se transforme en Microsoft, et raconte, j'ai essayé de l'aider de mon mieux. Je continuerai à le faire aussi avec des gens comme Mark Zuckerberg. Voilà comment je vais occuper le temps qui me reste. Je peux aider les générations suivantes à se rappeler comment naissent les grandes entreprises et à perpétuer la tradition. La vallée m'a beaucoup soutenu. Je ferai de mon mieux pour lui rendre l'appareil. Voilà, chers amis, fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Donc, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de parler de Ceci Info 91 sur YouTube autour de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.